Space Auditrice et Space Auditeur, bonjour, je suis de retour non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour rattraper mon retard. Aujourd'hui, on va passer en revue ce qui s'est passé dans l'espace depuis le 3 juin. On va commencer dans le récap de l'actualité en se la jouant Phileas Fogg, parce qu'il y a eu des lancements partout autour du globe. Et dans les chiffres et les lettres, je vous parlerai d'abord de la sonde Hayabusa 2 qui va se poser sur un astéroïde, puis de l'industrie spatiale russe en pleine gueule de bois. Et non, ça n'a aucun rapport avec la vodka. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité du mois de juin. Et on attaque le 4 juin à Cap Canaveral en Floride avec SpaceX qui devait placer sur une orbite de transfert super synchrone les 5,3 tonnes du satellite de communication SES-12. SES, premier opérateur européen de satellites, est la première société à avoir accepté de placer un de ses satellites sur une Falcon 9 ayant déjà volé, lorsque cela relevait encore en partie de la science-fiction début 2017. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un premier étage réutilisé qui a servi pour cette mission et qui n'a pas été récupéré une seconde fois puisqu'il s'agissait d'une version transitoire, le bloc 4. SpaceX s'en débarrasse après 2 vols seulement pour ne conserver que sa version finale, le bloc 5. Après un report de quelques jours nécessaires pour mener des vérifications supplémentaires sur la Falcon 9, le lancement s'est bien déroulé et le lanceur a déposé SES-12 sur une orbite dont l'apogée, le point le plus éloigné de la Terre, se situait à 57 000 km et le périgée, le point le plus proche de la Terre, à 250 km. C'est ce que j'ai appelé un peu plus tôt une orbite de transfert super synchrone. Orbite de transfert parce que ce n'est pas la destination finale du satellite, la fusée est chargée de le laisser sur une orbite intermédiaire et il se sert ensuite de son propre système de propulsion pour rejoindre son orbite finale. Généralement pour les satellites de communication, cette orbite est une orbite géosynchrone à 36 000 km, une altitude à laquelle le satellite va faire le tour de la Terre en même temps qu'elle fait un tour sur elle-même. Autrement dit, il reste toujours au-dessus de la même zone de la Terre, ce qui est plutôt pratique pour avoir une connexion constante. Mais vous allez me dire, j'ai parlé d'orbite de transfert super synchrone et non pas géosynchrone. Tout simplement, une orbite super synchrone a une apogée plus élevée que 36 000 km. Cela permet au satellite d'atteindre son orbite finale, c'est-à-dire l'orbite géosynchrone, plus facilement et plus rapidement. Plutôt utile pour SES-12 qui est équipé de propulseurs à plasma, beaucoup moins puissants que des moteurs conventionnels mais plus économes en carburant, du xénon en l'occurrence. Selon Martin Halliwell, un responsable de SES, cette orbite super synchrone rendue possible par les capacités de la Falcon 9 a 2 conséquences. Le satellite mettra 20 jours de moins pour rejoindre son orbite finale par rapport à un transfert classique, et surtout, le carburant économisé par le satellite permet de rallonger sa durée de vie de 15 à 22 ans. Voilà pour cette longue parenthèse de mécanique orbitale, et pour ce premier lancement. On prend maintenant la direction de la base de Xichang dans la province du Sichuan, en Chine, pour un décollage de longue marche 3A. Le 5 juin, le lanceur chinois devait placer en orbite de transfert géostationnaire un satellite d'observation météo d'un peu plus d'une tonne, Fengyun 2H. La mission s'est bien déroulée, le satellite a depuis rejoint son orbite géostationnaire où il a complété une constellation de 6 autres Fengyun 2 déjà en opération. Et quitte à être dans le Sichuan, je fais un petit bond temporel puisqu'une longue marche 2C a aussi décollé de la base de Xichang le 27 juin. Ce lancement s'est fait assez discrètement, hormis une vague fenêtre de plusieurs jours, nous ne connaissions pas à l'avance la date précise du lancement. Et surtout, nous ne savons quasiment rien sur sa charge utile, mais on commence à être habitué aux manières de faire chinoises. La seule chose qu'on peut avancer, c'est qu'il y avait sous la coiffe 2 satellites et que peut-être ils sont les premiers prototypes d'une future constellation. C'était le 18e lancement chinois de l'année, autrement dit l'Empire du Milieu a réalisé en 6 mois autant de vols que pendant toute l'année 2017 et est donc toujours en course pour atteindre son objectif d'une 40aine de lancements sur 2018. Cela réjouit probablement les autorités, mais peut-être un peu moins la population qui habite sur la trajectoire empruntée par les lanceurs. Comme souvent, le premier étage de la longue marche 2C est retombé sur un village. Officiellement, il avait été évacué en prévision et le crash n'a pas fait de dégâts, mais il est difficile de se faire un avis indépendant de la version officielle. Pour rappel, quand un étage retombe, le réservoir n'est jamais totalement vide et l'explosion laisse échapper des vapeurs du carburant utilisé, un mélange d'éthroxyde d'azote et de diméthylhydrazine asymétrique qui est aussi toxique que ce que laisse imaginer son nom. On quitte maintenant les montagnes du Sichuan pour aller fouler les steppes kazakhs, plus précisément à Baïkonour. Le 6 juin, la capsule Soyouz MS-09 décollait avec pour objectif la Station Spatiale Internationale. C'est un lanceur Soyouz FG qui servait de taxi et il était paré d'une publicité pour la Coupe du Monde de foot qui se déroule actuellement en Russie. Décidément, on n'arrête ni le progrès ni le marketing. Dans la chaleureuse promiscuité des 8 mètres cubes offerts par les compartiments de descente et de vie de la capsule, 3 passagers ont dû se supporter pendant 48 heures. L'américaine Serena Onion Chancellor, l'allemand Alexander Gerst et le russe Sergei Prokofiev. Le lancement s'est bien passé et après 34 orbites terrestres, la capsule s'est amarrée à l'ISS, les voyageurs ayant retrouvé les 3 membres d'équipage en poste depuis 3 mois, le commandant américain Andrew Fustel, son compatriote Ricky Arnold et le russe Oleg Artemiev, qui reviendront tous 3 sur Terre en août.
Et nous, on y revient dès maintenant sur Terre pour continuer notre tour du monde et on s'arrête en mer de Chine orientale sur l'île paradisiaque de Tanegashima dans le sud du Japon. Depuis le centre spatial du même nom, une fusée H2A décollait le 12 juin pour déposer le satellite IGS Radar 6 sur une orbite héliosynchrone. Le vol s'est bien passé pour ce 16e satellite du programme IGS, un programme qui réalise de l'observation radar et optique pour le compte du renseignement japonais. L'un de ses principaux objectifs, qui fut la raison du lancement de ce programme au début des années 2000, reste de surveiller les activités du voisin nord-coréen. On quitte maintenant l'Empire du Soleil pour rejoindre le pays des Tsars et plus précisément l'ouest du pays où se trouve le cosmodrome de Plesetsk. Le 16 juin, un lanceur Soyouz 2-1B équipé d'un étage supérieur frégate M décollait pour aller déposer en orbite sa charge utile d'1,4 tonnes, le satellite Ouragan M756. Il vous parlera peut-être un peu plus sous son nom de constellation, GLONASS. C'est l'équivalent russe du GPS américain. Cette mission devait permettre le remplacement d'Ouragan M734 arrivé en fin de vie après 8 ans de service. La constellation GLONASS est donc à nouveau fonctionnelle et au complet, puisque si elle peut correctement couvrir la Russie avec 18 satellites, il lui faut 24 satellites répartis sur 3 plans orbitaux différents pour assurer une couverture mondiale. Et on finit enfin notre voyage par un retour au point de départ en Floride à Cap Canaveral où on retrouve SpaceX. Ce 29 juin, la société d'Elon Musk réalisait sa 15e mission de ravitaillement de l'ISS pour le compte de la NASA. Cette mission CRS-15 employait à nouveau une capsule Dragon ayant déjà servi il y a 2 ans de cela pour CRS-9, ainsi qu'un booster usagé qui bat par ailleurs un record de vitesse de réutilisation puisqu'il avait volé 2 mois plus tôt seulement pour la mission TESS. Un record que SpaceX espère pulvériser l'année prochaine en faisant voler 2 fois le même booster en moins de 24 heures grâce aux améliorations apportées à sa version finale, le Block 5. Celui utilisé pour CRS-15 était encore un Block 4, il n'était donc pas prévu de le récupérer, et c'était d'ailleurs le dernier vol orbital d'un Block 4. Le tout dernier Block 4 qui doit encore voler réalisera lui un vol suborbital pour tester le système d'éjection d'urgence de la capsule Crew Dragon qui doit accueillir des astronautes d'ici quelques mois. Mais revenons à nos moutons, le cargo de cette mission CRS-15 emportait 2,6 tonnes de fret à l'ISS. Là-dedans, on trouvait pour moitié du matériel scientifique, mais aussi des victuailles pour l'équipage, du matériel informatique, de réparation, et un 7e membre d'équipage. Il s'agit de Simon, le premier robot piloté par une intelligence artificielle à voler dans l'espace. Développé pour le compte de l'agence spatiale allemande par Airbus, ce petit androïde utilise l'intelligence artificielle Watson, conçue par IBM, et déjà utilisée sur Terre par plusieurs entreprises et industries. Il flottera surtout à côté de l'allemand Alexander Gerst pour l'aider dans ses diverses tâches, mais c'est avant tout un démonstrateur technologique. Les agences spatiales espèrent que l'utilisation de tels compagnons lors de longs séjours dans l'espace puisse réduire la charge de travail des astronautes et donc leur stress. Et franchement, je ne vois absolument pas ce qui pourrait mal se passer avec une intelligence artificielle dans un vaisseau spatial habité. I'm sorry, Dave. Franchement. I'm afraid I can't do that. Bye, have a great time. En tout cas, la capsule Dragon doit arriver lundi à l'ISS et en repartira chargée un mois plus tard pour se poser dans l'océan Pacifique. Voilà pour les lancements qui ont eu lieu en juin et peut-être aurez-vous remarqué ceux qui n'ont pas eu lieu alors qu'ils auraient dû. Je parle de 2 petits lanceurs, Pegasus XL qui devait décoller le 14 juin et Electron basé en Nouvelle-Zélande et dont la fenêtre de tir a ouvert le 23 juin. Concernant le lanceur aéroporté, c'est une anomalie pendant le transit qui a mené à un report du lancement à une date indéterminée. L'avion porteur, un Lockheed 1011, a cheminé le lanceur jusqu'à la zone de lancement dans les îles Marshall quand le satellite Icon, sous la coiffe du lanceur, a émis des signaux d'alerte. Tout ce petit monde est donc revenu sur la base de Vandenberg en Californie et nous, on attend une nouvelle date de lancement. Côté néo-zélandais, après 2 vols de test concluants, la société Rocket Lab souhaite réaliser son premier vol commercial avec plusieurs petites charges utiles. Une première fenêtre de tir de 2 semaines fin avril n'a pas permis à Electron de décoller à cause de comportements non nominaux du lanceur au moment des décomptes, ce qui a poussé les équipes à reporter la mission. Une seconde fenêtre de tir ouvrait donc ce 23 juin et devait fermer le 6 juillet. Le lancement a à nouveau été reporté de jour en jour pour différentes raisons à chaque fois. Panne d'une antenne de suivi au sol, mauvaise météo, anomalie sur un contrôleur de propulsion, etc. Puis le 28 juin, la société a annoncé que le décollage n'aurait pas lieu sur cette fenêtre car les données générées jusqu'alors ne les satisfaisaient pas. Et je cite, ouvrez les guillemets, la seule donnée vraiment valable sur le marché des lancements, c'est un taux de réussite de 100%. Fin de citation. Bref, tout cela n'a rien de très surprenant en réalité. Electron étant encore un tout nouveau lanceur, ce genre de souci n'est pas choquant. Presque tous les lanceurs sont passés par là pour leur premier vol, et Rocket Lab joue donc la sécurité, d'autant plus qu'étant considéré comme le nouvel acteur de l'industrie spatiale à suivre, tous les yeux sont rivés vers ce lancement, et il ne s'agirait pas d'écorner leur réputation naissante. Et cette fois c'est fini, je laisse de côté les lanceurs, et on va tout de suite aller faire un tour dans l'ISS. Le 14 juin, les Américains Andrew Fostel et Ricky Arnold ont réalisé une sortie extravéhiculaire.
Ils en ont profité pour installer de nouvelles caméras sur le système d'amarrage de capsules et ont préparé l'arrivée de CRS-15. Fustel est désormais la 3e personne à avoir passé le plus de temps en sortie spatiale avec plus de 61 heures réparties sur 9 balades. Puis le 20 juin, le satellite Remove Debris a été éjecté de la station par le SAS du laboratoire japonais Kibo. Sa mission consiste à tester différentes méthodes de nettoyage de débris spatiaux, un problème de plus en plus important à l'heure où les constellations de satellites et les nanosatellites se multiplient. Pour en savoir plus sur les techniques que va tester Remove Debris, je vous conseille les quelques minutes qui lui sont consacrées dans la dernière vidéo d'Hugo Lisoire en cliquant sur la fiche en haut à droite. Et on quitte maintenant l'orbite basse terrestre pour aller faire un tour sur Mars où il s'est passé bien des choses dernièrement. La NASA d'abord a présenté le 7 juin 2 découvertes dues au rover Curiosity. Elles étaient détaillées le lendemain dans 2 papiers publiés par la revue Science. Toujours pas de preuve d'une vie martienne actuelle ou passée, mais encore des petits pas dans cette direction. En analysant 4 années de données de Curiosity, les scientifiques ont d'abord pu mettre en évidence des variations saisonnières de la quantité de méthane dans l'atmosphère martienne. Mais si le méthane est un important marqueur d'activité organique sur Terre, il est encore trop tôt pour tirer la même conclusion pour la planète rouge, où d'autres processus pourraient expliquer ces cycles. Par exemple, d'importantes réserves de méthane enfermées dans des cristaux pourraient être libérées périodiquement au fur et à mesure des saisons. L'autre découverte, c'est celle de molécules organiques, ce que l'on appelle couramment les briques du vivant, puisqu'elles sont un point de départ pour toutes les formes de vie, ou du moins celles que nous connaissons. Leur étude a permis d'établir qu'il existait déjà des molécules organiques il y a 3 milliards d'années lorsque Mars possédait des étendues d'eau liquide, une configuration proche de celle de la Terre au moment de l'apparition du vivant, mais là encore, il est trop tôt pour établir un lien entre ces molécules organiques et une éventuelle forme de vie passée. Ce sera donc à de futures missions de le dire. Et si l'eau n'y coule plus, le vent peut toujours souffler sur les plaines martiennes. Une tempête de dimension planétaire, ce qu'on appelle une tempête globale, s'est formée début juin et va continuer de sévir probablement plusieurs semaines. L'atmosphère de Mars étant très fine, le vent ressenti n'y est pas très fort, rien à voir avec la scène sur laquelle repose tout le scénario du film Seul sur Mars, mais à défaut de souffler fort, le vent soulève une quantité incroyable de poussière et de microparticules qui recouvrent actuellement la totalité de la planète. Certaines zones baignent dans une ambiance encore plus rougeâtre que d'habitude, mais d'autres se trouvent même dans un noir total. Et c'est dans cette situation que se trouve le rover Opportunity, ou OPI, de son petit surnom. Il arpente la planète depuis 15 ans et contrairement à Curiosity qui fonctionne grâce à un générateur nucléaire, OPI tire son énergie de panneaux solaires. Comme il ne recevait plus assez de lumière du soleil, le rover a donc entamé un protocole d'urgence qui le plonge dans une veille profonde. Seule une horloge interne continue de tourner pour le réveiller régulièrement afin de vérifier si la situation a évolué. Les scientifiques de la NASA ont donc perdu tout contact avec le rover et ils craignent pour sa capacité à survivre sans radiateur dans le froid glacial de Mars. On suivra donc l'évolution de la situation dans les semaines à venir. Et retour sur Terre maintenant, le 21 juin, Gwynne Shotwell, la directrice de l'exploitation de SpaceX, annonçait la conclusion d'un contrat avec l'US Air Force pour un vol de Falcon Heavy. C'est un événement car les missions de l'armée américaine requièrent des lanceurs qualifiés ou autrement dit ayant réalisé plusieurs vols et donc prouvé leur fiabilité. Le processus de qualification est généralement long, d'autant plus pour les gros lanceurs qui ne volent pas souvent. L'US Air Force fait donc passer le message que cette procédure évolue, puisque la Falcon Heavy n'a à ce jour réalisé qu'un seul vol. Cela étant dit, la mission FSPC-52 commandée par l'armée ne doit pas avoir lieu avant fin 2020, et le lanceur lourd de SpaceX devrait avoir réalisé d'ici là au moins 2 vols. Leur réussite conditionne donc bien sûr la suite. Concernant la mission en tant que telle, on en sait bien sûr très peu puisqu'elle relève du secret militaire. SpaceX fait payer 130 millions de dollars, soit une trentaine de plus que le prix auquel est commercialisée la Falcon Heavy normalement, mais cette différence peut s'expliquer notamment par le type de mission avec l'US Air Force qui nécessite des ressources et des assurances supplémentaires. Et je suis désolé, mais on va finir avec une mauvaise nouvelle qui nous vient de la NASA à propos du projet de télescope spatial James Webb. Les embûches ne cessent de s'accumuler sur la route du plus ambitieux télescope jamais imaginé qui va rentrer dans sa 3e décennie de développement. Ce projet, mené en collaboration avec les agences canadiennes et européennes, avait encore connu des avaries techniques dernièrement, comme tout simplement des boulons qui se dévissaient sans raison. Début 2018, la NASA avait donc repoussé d'1 an sa date de lancement, mais le 27 juin, suivant l'avis d'un comité de contrôle indépendant, l'agence a de nouveau décalé d'une année supplémentaire cette échéance. Le James Webb ne décollera donc pas avant avril 2021, et par ailleurs, ce délai devrait engendrer un surcoût faisant monter la facture totale à 9,7 milliards de dollars, soit 1 milliard de plus que prévu initialement. Il faudra donc obtenir l'aval du frileux Congrès américain pour débloquer cette somme. Pour autant, il s'agit de ne pas oublier l'enjeu que représente ce projet. Sa réalisation serait déjà une formidable prouesse technique pour l'humanité tant il est complexe, mais il serait également une source de données scientifiques probablement plus encore que ne l'a été Hubble.
Personnellement, j'espère sincèrement qu'on pourra voir décoller ce télescope d'ici quelques années au sommet d'une Ariane 5, petite fierté, pour le progrès de la science et pour le challenge humain que cela représente. Voilà pour l'actualité de ce mois de juin, Star Command over. Les chiffres et les lettres de ces 2 semaines maintenant. 2426 heures, c'est la durée pendant laquelle la propulsion ionique d'Hayabusa 2 a fonctionné en continu avant de s'arrêter le 3 juin pour finir tranquillement son trajet. Avec une puissance totale de 40 millinewtons, il fallait considérablement anticiper pour modifier de 1400 km/h la vitesse de la sonde japonaise lancée fin 2014 en direction de l'astéroïde Ryugu. Il se situe à près de 280 millions de kilomètres de la Terre. Et ça y est, après 3 ans et demi et plus de 3 milliards de kilomètres parcourus, Hayabusa 2, littéralement faucon pèlerin en japonais, est arrivé à destination. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, nous a gratifié quasiment quotidiennement pendant tout le mois de juin de clichés de plus en plus détaillés du rocher de 900 mètres de diamètre au fur et à mesure que la sonde s'en approchait. Elle a atteint son emplacement final à 20 km de l'astéroïde ce 27 juin et va pouvoir commencer sa mission. Mission qui consiste à établir la carte d'identité la plus précise possible de Ryugu. Pour ce faire, la sonde est d'abord équipée de nombreux capteurs pour le cartographier, étudier sa surface et ainsi estimer sa masse et son âge, mais cela ne suffit pas, donc par 3 fois, Hayabusa 2 tentera de se poser brièvement sur l'astéroïde pour récupérer des échantillons qu'il s'agira de ramener sur Terre après. Avant l'une de ces 3 tentatives, la sonde libérera également un petit impacteur qui devrait frapper Ryugu à plus de 7000 km/h, créant ainsi un cratère dans lequel la sonde ira procéder à des prélèvements. Par ailleurs, Hayabusa 2 sert également de taxi à 4 atterrisseurs. 3 sont développés et gérés par des universités japonaises, mais le dernier, Mascot, est un héritier de Philae puisqu'il a été développé par les agences spatiales françaises et allemandes. Ces atterrisseurs ne devraient être largués que l'année prochaine, mais la sonde devrait déjà satisfaire notre curiosité en se rapprochant jusqu'à 1 km de la surface au cours du mois de juillet. On peut donc s'attendre à d'autres formidables clichés. Et on passe aux lettres maintenant, et je voudrais vous parler de la Russie malade, à travers 2 annonces importantes réalisées en juin. D'une part, la fin de la production du lanceur lourd Proton, et d'autre part, la décision européenne d'arrêter les vols de Soyouz ST, les Soyouz européanisés tirés depuis Kourou en collaboration avec Arianespace. Alors effectivement, ces annonces ne sont pas de grandes surprises. Le lanceur Proton a perdu de sa splendeur depuis quelques années maintenant. Il se fait progressivement grignoter ses parts de marché et ça ne devrait pas s'arranger avec l'arrivée de SpaceX. Et l'air de rien, plusieurs échecs ont entaché la précédente décennie de cette fusée. Et avec le nouveau lanceur Angara qui devrait bientôt entrer en service, l'arrêt de Proton était donc inévitable. Quant au Soyouz ST, pour Soyouz Spécial Tropique, l'Europe souhaite arrêter de s'en servir en 2023 puisqu'à ce moment, Ariane 6 aura en théorie déjà réalisé plusieurs vols et fait ses preuves. Il n'y aura donc plus de sens de se servir des Soyouz et non pas de l'Ariane 6. Alors en plus de ces 2 morts annoncées, les États-Unis auront retrouvé d'ici 1 an un accès indépendant à la Station spatiale internationale grâce aux capsules de SpaceX et Boeing. Et ils n'auront donc plus besoin d'acheter au prix fort des places de Soyouz comme ils le faisaient depuis la fin de la navette spatiale. Et je pourrais aussi vous parler des problématiques rencontrées par les bases de lancement russes, mais je pense que c'est déjà malheureusement trop clair, la Russie va mal. Pourtant oui, la Russie fut un temps la plus grande nation spatiale. La Russie a envoyé le premier satellite dans l'espace, puis le premier animal, puis la première femme. La Russie a réalisé la première sortie extravéhiculaire en orbite. La Russie a réalisé le premier survol et le premier atterrissage d'un engin sur la Lune. Mais la Russie est aujourd'hui en gueule de bois. Le pays commence à s'enliser et on ne voit vraiment pas ce qu'il peut faire pour éviter de devenir un acteur spatial de seconde zone dans les années à venir. Son problème est relativement simple, puisque plus encore qu'ailleurs, c'est le secteur militaire qui a fait progresser le spatial russe pendant la guerre froide, mais depuis la chute de l'URSS, le pays s'est contenté d'essayer de conserver ses acquis. L'industrie spatiale russe souffre donc aujourd'hui d'un terrible manque de vision politique, son budget dégringole, l'agence spatiale Roscosmos manque d'objectifs, et le cadre légal empêche le développement du secteur privé, qui connaît pourtant un boom dans le reste du monde. La Russie risque donc d'entrer dans une spirale infernale dans les années à venir, si elle n'y est pas déjà, car les contrats vont se raréfier, les revenus vont chuter, la production de lanceurs va diminuer, ce qui peut mener au considérable souci du maintien des savoir-faire, tout cela pouvant mener à des échecs qui feraient encore croître les polices d'assurance et rendraient encore plus difficile le maintien technologique. Bref, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait aujourd'hui sauver la nation de Gagarine, qui indépendamment du secteur spatial traverse aussi une période de crise économique et géopolitique. Rien de bien réjouissant pour les années à venir. Voilà pour ces chiffres et ces lettres, et pour finir, on passe au tableau des départs du mois à venir. Pas de lancement extraordinaire à prévoir en juillet, mais si vous êtes en manque d'atterrissage sur barge, vous allez être rassasié, puisqu'on aura peut-être la chance d'en voir 2 en moins de 24 heures. Le 20 juillet, une Falcon 9 décollera de l'ouest américain pour réaliser une livraison en orbite basse de 10 satellites Iridium, son avant-dernière mission de la sorte,
Et le 21 juillet, une autre Falcon 9 décollera cette fois de l'Est américain pour placer sur une orbite de transfert géostationnaire le satellite canadien Telstar 19. Et voilà, c'en est fini de ces brèves spatiales du mois de juin. J'espère qu'elles vous auront plu et informé. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à contaminer vos proches avec votre curiosité spatiale en partageant cette vidéo. Surtout, je compte sur vous pour me faire part de vos critiques et conseils pour m'améliorer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et surtout des lives que je réalise pour commenter les lancements. Et il risque d'y en avoir quelques-uns dans les mois à venir. Je les annonce aussi sur Twitter d'ailleurs. Je n'aurai pas accès à YouTube pendant une dizaine de jours, désolé par avance si je mets donc du temps à répondre à vos questions, mais je finirai par le faire, pas d'inquiétude. On se retrouve donc bientôt, le prochain épisode des Brèves Spatiales ce sera en tout cas le 31 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Arthur pour Space Oddity, portez-vous bien et Blue Sky.